Chapitre 3, l'utilisation de l'ATP par les cellules musculaires. Alors, vous avez vu au collège la flexion et l'extension d'un muscle, enfin d'un avant-bras ou d'un bras. Donc en fait, la flexion d'un membre, c'est quand vous pliez ce membre, c'est-à-dire que vous rapprochez les deux parties du membre. Ça peut être l'avant-bras et le bras, ça peut être la jambe et la cuisse. Donc dans le cas d'une flexion, vous avez un muscle qui s'est contracté, qui a tiré sur l'os sur lequel il est accroché, et ça a permis de rapprocher les deux os, donc ici rapprocher l'avant-bras du bras. Dans le cas de l'extension, le muscle qui s'était contracté s'est relâché et c'est le muscle antagoniste, ici le triceps, qui va se contracter pour tirer l'os sur lequel il est accroché, c'est-à-dire le cubitus, et provoquer ici l'alignement de l'humérus et du cubitus. Donc on va voir dans ce chapitre un peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur des cellules musculaires. Donc on peut se demander quelles sont la structure et le fonctionnement des cellules musculaires qui interviennent dans les activités physiques et comment intervient l'ATP dans le mécanisme de contraction musculaire. Donc l'ATP, on le revoit un petit peu, c'est une molécule de transport d'énergie. Là, vous l'avez visualisé sous rastop. Donc, elle est constituée d'un ribose, un sucre à 5 carbone, et d'une adénine. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'ARN sur lequel il y a 3 phosphates d'accrochés au lieu d'un seul dans la structure qu'on trouve d'ARN ou d'ADN. Donc si on regarde sous forme plate, alors je ne sais plus comment ça s'appelle en chimie, il y a des noms, la structure en 3D, puis la structure là, quand c'est plat, là, qui c'est pas en 3D, bref, vous me comprenez. Vous êtes plus fort que moi en chimie, moi j'y suis nulle. Donc ici, on voit la formule chimique de l'ATP. Et donc l'ATP est particulier car c'est une molécule qui va être capable soit de perdre un phosphate inorganique et de devenir un ADP, un adénosine diphosphate, soit perdre 2 phosphates inorganiques et devenir une AMP, adénosine monophosphate. Dans tous les cas, c'est la dernière liaison avec le 3e phosphate inorganique qui est la plus énergétique. Et donc, on a des enzymes qui sont capables de faire passer d'une forme à une autre, de l'ATP à l'ADP, où on casse un phosphate inorganique, c'est l'ATP ASE. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va raccrocher le phosphate inorganique, c'est l'ATP synthase. Donc ATP synthase, on synthétise, on fabrique de l'ATP. Donc l'hydrolyse de l'ATP en ADP et phosphate inorganique, c'est une réaction exergonique, c'est-à-dire qu'elle libère de l'énergie. Problème, la contraction musculaire, c'est un exemple d'activité cellulaire très consommatrice d'énergie, mais comment se déroule-t-elle et à quel moment intervient l'ATP ? On va s'intéresser au mécanisme de la contraction musculaire. Donc d'abord des généralités sur les muscles. Qu'est-ce que c'est qu'un muscle? Ici, vous avez un muscle dit squelettique car il est accroché aux os du squelette. On a les muscles squelettiques, le muscle cardiaque et les muscles lisses. Muscles cardiaques et muscles squelettiques sont rouges et distriés parce que quand on les regarde, on voit des stries au microscope. Et les muscles lisses sont des muscles plutôt blancs qu'on trouve tout autour des viscères. Donc ici, le muscle squelettique est accroché sur l'os par un tendon. Et le muscle squelettique a une structure particulière. Quand on le coupe, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a plusieurs faisceaux de fibres. Et dans chaque faisceau de fibres, il y a plusieurs centaines, voire milliers de fibres musculaires. Et qu'est-ce que c'est qu'une fibre musculaire? C'est en fait un alignement de grosses cellules géantes qui ont fusionné. C'est pour ça qu'on va trouver plusieurs noyaux à l'intérieur, comme sur cette photographie. Là, donc on a ici des cellules géantes longitudinales que l'on voit et comme des bâtons. On a plusieurs noyaux ici qui semblent écrasés par ces fameuses stries. Et ces fameuses stries, qu'est-ce que c'est? Ce sont des myofibrilles, des sortes de fibres élastiques qui se trouvent à l'intérieur de la fibre musculaire. Alors pour ceux qui ont un peu de mal à imaginer, vous imaginez un câble triphasé. Ah, vous allez me dire la physique, c'est chiant, je n'aime pas la physique. Mais oui, mais la physique ça sert. Voilà pourquoi. Voilà, vous voyez ce que c'est? Un câble triphasé. Bon d'accord, il y en a plus que 3 là. Bon, on s'en fout. La gaine noire, c'est le muscle. À l'intérieur, vous avez 5 câbles marron, bleu, vert, gris clair, gris foncé. Et chaque câble, c'est un faisceau de fibres. Et à l'intérieur, chaque fil de cuivre, c'est une fibre musculaire. D'accord? Ça va pour tout le monde? Alors, on continue.
Donc ici, vous avez un fragment de cellules musculaires. Je vous rappelle qu'en fait, il y a plusieurs cellules qui se sont fusionnées. C'est pour ça qu'on a plusieurs noyaux dans le même cytoplasme. Et donc dans ce cytoplasme, on a ces grandes myofibrilles qui sont comme des grands filaments élastiques. Et ces myofibrilles présentent une striation, c'est-à-dire qu'il y a des bandes claires et des bandes sombres. Et on distingue des unités identiques qu'on appelle des sarcomères, qui démarrent au milieu d'une bande claire, on a une strie qui forme des aides, et qui s'arrête, le sarcomère, au milieu de la deuxième bande claire. On distingue également des stries. En fait, ce sont des zones de jonction, puisque dans ces myofibrilles, il y a deux sortes de petites fibres qui s'accrochent entre elles, et la zone de jonction forme des Z, et c'est pour ça qu'au milieu de la bande claire, on dit qu'il y a une strie en Z. Donc voici un des filaments qui se trouve à l'intérieur de cette myofibrille. C'est le filament d'actine, qui est en fait une protéine globuleuse. Et nous avons la myosine, qui est une protéine particulière avec deux têtes et une queue. Donc on va voir plus tard l'interaction entre les deux. Donc un sarcomère, qu'est-ce que c'est? C'est une portion de cellules musculaires dans laquelle on va trouver une alternance de filaments fins et de filaments épais. Et ces filaments vont glisser les uns par rapport aux autres. Donc ici, vous avez au microscope électronique à balayage une image d'un sarcomère avec le disque Z qui correspond à la séparation des sarcomères, la zone H au centre qui correspond à une partie où il n'y a que des filaments de myosine. Donc je vous ai mis dessous en parallèle un dessin qui représente la coupe au microscope. Donc les filaments fins d'actine vont se rejoindre au niveau du disque Z, qu'on représentait ici en jaune. Et entre les filaments d'actine, il y a les filaments de myosine. Donc au centre, il n'y a que la myosine, c'est ce qu'on appelle la zone H. Et donc la bande dite A, c'est la zone où vous avez à la fois des myosines et des actines. La bande I, c'est là où vous n'avez que des actines. Donc, si on fait une coupe, dans la bande I, on va ne trouver que des filaments fins verts de actine. Si on fait une coupe dans la bande A, on va trouver à la fois des myosines et des actines. Et si on fait une coupe dans la zone H, on ne trouve que des myosines. Vous allez me dire, c'est bien compliqué. Mais non, c'est simple. Vous imaginez vos deux mains. Mettez vos mains devant les actines de droite. Ouvrez vos mains là. Mettez une main en face des actines de droite, une main en face des actines de gauche. Et bon, d'accord, vous allez me dire, il y a un problème, il va me manquer les myosines. Bon, qu'est-ce qu'elles font, myosines et actines? Enchevêtrez vos doigts les uns dans les autres et faites glisser, comme si vous passiez vos doigts entre vos mains, puis vous avanciez, vous reculiez vos mains, parce que vous vous emmerdez, alors vous tapez les mains l'une contre l'autre en alternant vos doigts. Et bien vos doigts, ce sont les filaments d'actine et de myosine. Ils vont faire comme ça, ils vont glisser les uns par rapport aux autres. Faudrait que je me filme, tiens. Je le ferai quand je ferai le schéma bilan. Je mettrai ma main dessous, la caméra, vous verrez. Donc ici, vous avez un état relâché et un état contracté du sarcomère. Et vous voyez qu'à l'état contracté, les stries Z sont plus rapprochées l'une de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a les filaments d'actine et de myosine qui ont glissé l'un par rapport à l'autre. Donc là, je vous ai mis 3 schémas que j'ai récupérés sur un site que je trouve pas mal. Enfin, le schéma pour le site. Vous avez donc le sarcomère étiré, puis le sarcomère relâché et le sarcomère contracté. Si je représente ici un peu plus en couleur, donc quand le muscle est relâché, actine et myosine ne sont quasiment pas l'une sur l'autre. Quand le muscle est contracté, actine et myosine se chevauchent. Alors quel est le rôle de l'ATP dans la contraction? On a un cycle de contraction et tant que l'ATP est disponible et du calcium, c'est pour ça qu'on vous donne aussi des compléments de calcium quand vous êtes petit, tant qu'il y a de l'ATP et du calcium, on va avoir ce cycle de contraction qui s'effectue. Alors on a au départ une myosine et une actine. La myosine possède donc des têtes et ces têtes vont devoir se fixer sur l'actine pour la faire bouger. Qu'est-ce qui se passe?
on a l'ATP qui va se fixer sur la tête de myosine et ça va activer la tête de myosine. La tête de myosine va hydrolyser l'ATP, ça va lui fournir de l'énergie, elle va se positionner différemment, elle va reculer de manière à pouvoir ensuite se fixer. Alors grâce au calcium, s'il n'y a pas de calcium, les fibres restent au repos. Donc les têtes de myosine vont former ce qu'ils appellent des ponts d'union. Enfin, elles vont s'accrocher avec l'actine. Et vous voyez sa position, on a l'impression qu'elle est reculée, qu'elle se prépare comme un lance-pierre à projeter l'actine vers la gauche. Donc à partir du moment où il y a eu hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI, la tête de myosine s'est basculée vers l'arrière. Ensuite, elle va se fixer avec l'actine et une fois qu'elle est fixée, elle va libérer son ADP et là c'est la désactivation. La myosine va reprendre sa position de départ et ça va provoquer le glissement de l'actine par rapport à la myosine. Un peu comme si c'était une catapulte quoi. On l'a projetée vers l'arrière, on a accroché l'actine et zoom, on la balance. Donc par contre il va bien falloir décrocher l'actine et la myosine pour revenir à la position de départ et c'est la fixation de la nouvelle molécule d'ATP qui va provoquer le décrochement actine-myosine et cette nouvelle molécule d'ATP va de nouveau être hydrolysée et à ce moment là la tête de myosine va reculer, va se mettre en position etc. Pigé ? On peut donc se demander comment l'ATP va être régénéré puisque c'est l'élément essentiel au déplacement des deux fibres, des deux filaments musculaires actine et myosine. Donc on a un métabolisme, c'est-à-dire un ensemble de réactions chimiques dans les fibres musculaires qui vont permettre de régénérer l'ATP. Cette régénération, elle doit être rapide. Quand une cellule musculaire se contracte, elle utilise en permanence de l'ATP. Cet ATP est renouvelable donc par phosphorylation de l'ADP et l'ATP va être utilisé par hydrolyse de celui-ci. Donc le problème c'est que si l'ATP ne peut pas être renouvelé, eh ben, on a un problème parce que tous les jours les êtres humains utilisent l'équivalent de leur masse corporelle en ATP pour fonctionner. Voici la variation de la composition chimique d'un muscle frais. Vous avez les constituants chimiques, glycogène ATP, avant contraction et après contraction. Vous voyez que la quantité d'ATP reste constante alors que celle du glycogène diminue. Ça veut dire quoi? Que du glycogène a été consommé alors qu'on sait que l'ATP est utilisé. Ça veut dire quoi? Que si l'ATP en quantité ne bouge pas alors qu'il est utilisé, c'est qu'il est renouvelé. Renouvelé à partir de quoi? Du glycogène qui a disparu. Donc lors d'un exercice physique de forte intensité, la vitesse d'utilisation de l'ATP peut atteindre 0,5 kg par minute. Donc vous voyez qu'il y a un renouvellement qui est hyper rapide. Dans un muscle frais, la réserve en ATP est de 4 à 6 millimoles par kilo, soit 0,25 à 0,42% de la masse totale du muscle. C'est pas énorme, d'accord? Donc il n'y en a pas beaucoup, donc il faut vite le renouveler. Donc les différentes voies de restauration de l'ATP. On va devoir d'abord subvenir aux besoins immédiats du muscle. Vous avez ici l'évolution de quelques paramètres musculaires et sanguins au cours d'un sprint. Donc là, on est dans un effort intense et rapide. On va mesurer les concentrations musculaires en ATP, en phosphocréatine, ainsi que la concentration sanguine en acide lactique. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate que dès le début de l'effort, vous voyez que la phosphocréatine est consommée, puisqu'il y en a de moins en moins dans le sang. Et que dès qu'elle arrive à l'épuisement du stock, enfin pas tout à fait épuisement, mais en tout cas dès qu'il y en a beaucoup moins, on a de l'acide lactique qui apparaît. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que la phosphocréatine, c'est une réserve énergétique immédiate qui va laisser le temps aux autres voies métaboliques de se mettre en route, comme celle de l'acide lactique. L'acide lactique, ça vous dit quelque chose? Fermentation lactique. Eh bien oui, on fermente dans les muscles. Donc ici, vous avez un graphique qui vous indique la teneur en phosphocréatine au repos et la teneur en ATP en fonction du temps. Et vous voyez que au fur et à mesure que la phosphocréatine diminue en quantité, en pourcentage, peu importe, vous voyez que la quantité d'ATP
est stable, et à partir du moment où on a quasiment plus de phosphocréatine, on n'a plus d'ATP. Donc on a un lien direct entre ces deux éléments. Tout simplement pourquoi? Parce que la phosphocréatine va perdre son phosphate, devenir de la créatine, et ce phosphate va être transféré à de l'ADP qui va donc devenir de l'ATP, et du coup on a fabrication d'ATP à partir de créatine phosphate ou phosphate créatine. Vous verrez les deux termes. Donc ça c'est pour les besoins immédiats, c'est-à-dire l'échauffement. Ensuite on va devoir subvenir aux besoins à court terme. Vous avez ici la voie métabolique de la production d'énergie par fermentation lactique, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc à partir d'un glucose, on a la glycolyse qui se forme, qui va former 2 ATP, qui va consommer 2 transporteurs R' pour les réduire en R'H2. Ça va former 2 acides pyruviques, et ces acides pyruviques vont être transformés en acide lactique par oxydation des composés réduits. Donc cette voie-là, la fermentation lactique, elle produit 2 molécules d'ATP, alors que tout à l'heure, la phosphocréatine, on n'a formé qu'une seule molécule d'ATP par molécule de phosphocréatine utilisée. Alors que là, donc 2 ATP par molécule de glucose utilisée. Le bilan est un petit peu plus important, mais c'est plus long. D'accord? Donc c'est pour ça que l'acide lactique n'apparaît pas tout de suite en fait. On a la phosphocréatine qui entre en jeu tout de suite puisqu'elle est disponible, c'est une simple transformation, une seule réaction, et ça permet de laisser le temps à cette chaîne ici qui nécessite donc 2 réactions à la suite de fabriquer donc de l'ATP. Et on va donc devoir subvenir aux besoins à long terme, et là c'est la respiration cellulaire où on va avoir glycolyse et les pyruvates vont rentrer dans le cycle de Krebs, produire 2 ATP, et tous les composés réduits vont être réoxydés dans la chaîne respiratoire et on va produire 32 ATP. Donc là par contre c'est très long, vous voyez qu'il y a beaucoup de réactions chimiques, donc ça ne se déclenche pas tout de suite, ça met du temps pour se mettre en route. Donc c'est le troisième métabolisme qui se déclenche. Donc ces mécanismes sont complémentaires, comme vous commencez à le comprendre. Si on compare les utilisations des différentes voies que l'on vient de voir, c'est-à-dire phosphocréatine, fermentation lactique et respiration, en fonction des sports. On va commencer par le ski de fond qui dure 3 à 5 heures, quasiment pas de fermentation lactique, par contre beaucoup de respiration. Si on prend son opposé, l'haltérophilie, à peine quelques secondes, on est en voie anaérobie phosphocréatine. Donc en fait, regardez bien le dégradé de couleur. Plus un effort est intense et court, plus il utilise la voie anaérobie de la phosphocréatine. Il faut fournir une énorme quantité d'énergie tout de suite. Donc il va falloir faire au plus simple. On ne va pas se taper des tonnes et des tonnes de réactions. La respiration c'est bien beau mais c'est lent. D'accord? Donc plus l'effort est rapide et intense, plus vous allez consommer de phosphocréatine. Plus l'effort est long, plus vous allez utiliser la voie aérobie, la respiration. Donc, pour ceux qui sont sportifs, ils connaissent bien ces 3 voies. On a donc un stock d'ATP ici en orange qui doit être toujours au 100%. D'accord? Comment cet ATP est renouvelé? Dans l'immédiat, par la courbe violette, le métabolisme anaérobie alactique. Alors je vous rappelle qu'en grec, quand on met un A devant un mot ou un adjectif, ça signifie qu'on prive l'élément de cet adjectif. Anaérobie, on a mis un N parce que aaérobie c'est pas top. Anaérobie, ça veut dire sans oxygène. Alactique, sans acide lactique. D'accord? Donc, dans un premier temps, les premières millisecondes, tac, phosphocréatine se met en route. Paf, on produit de l'ATP. Sauf que phosphocréatine, on n'en a pas un stock énorme dans les cellules. Donc très vite, la fermentation lactique se met en route à partir du glucose. Glycolyse et fermentation lactique, paf, on produit de l'ATP, on maintient à 100%. Ouais, mais c'est pareil. Il arrive un moment où ça va plus. On fait de l'acide lactique, ça perturbe les cellules musculaires. Ça dure pas bien longtemps, c'est toujours sans oxygène. Donc on va bien installer sa respiration et on va rentrer progressivement dans un métabolisme aérobie. Alors en fait il se met en route dès le début mais il n'est pas efficace dès le début, d'accord? Donc le temps que le métabolisme aérobie soit opérationnel, en fait on a 2 métabolismes palliatifs, on va dire, phosphocréatine et glucose. Donc le métabolisme maintenant aérobie s'est mis en route.
Et là, c'est par la respiration, on va consommer nos réserves de glucose. Alors, on va puiser dans le glycogène également. Et puis, les sportifs le savent, au bout de 45 minutes d'effort, donc là, on rentre dans l'endurance, on aura consommé nos réserves de sucre et on va commencer à taper dans les petites bouées de sauvetage là. Bon, ben, moi j'en ai, je sais, je cours pas, j'en ai des bouées de sauvetage autour du bide, le gras du bide. Donc si on veut perdre du gras du bide, il faut avoir une durée d'effort qui soit longue, parce qu'à partir du moment où on aura consommé tous les sucres disponibles dans les cellules musculaires et dans le sang, il va falloir taper dans les graisses et les transformer en sucre. On verra ça un petit peu après. Donc on résume, on a 3 métabolismes: anaérobie, alactique, type d'effort, vitesse et détente. Alors quand je dis détente, c'est pas cool Raoul dans la chaise longue, hein. C'est détente musculaire, hein. On démarre, on fait un sprint, hein. Ok, ou un bon Fosbury flop là, hop, sur hauteur. Donc puissance maximale dégagée, vous voyez, c'est assez important. Durée possible d'utilisation, 10 secondes, pas plus. La source d'énergie, phosphocréatine et ATP. Anaérobie lactique, on va faire des efforts de résistance. Hein, là vous savez, oh, résiste, on bloque sa respiration, on n'a pas besoin d'oxygène, ouais, on y va à fond. 10 à 60 secondes, typiquement un bras de fer. Glycolyse. Et en aérobie, par contre, on est en endurance. On respire. On évite les points de côté. On respire, point de côté. Concentration d'acide lactique dans les muscles de la cage thoracique. Ça fait mal, c'est qu'on respire mal. Alors là, on peut tenir plusieurs heures. Enfin, ouais, sans moi, parce que moi, je tiens pas. Et c'est donc la respiration cellulaire. Alors, on a des fibres musculaires striées, spécialisées. Ça, c'était un sujet qui est tombé au bac en 2010. On vous donnait une coupe transversale d'un muscle squelettique observé au microscope. Et vous voyez qu'il y en a des clairs et des foncés. Donc, l'intensité de la coloration, dans le sujet, on disait qu'elle traduisait l'activité d'une enzyme intervenant dans la production d'ATP par les mitochondries. On y distingue deux types principaux de fibres, les fibres de type 1 de couleur foncée à forte activité enzymatique et les fibres de type 2 de couleur claire à faible activité enzymatique. Ça veut dire quoi? Dans les fibres de type 1, les foncées, vous avez un paquet de mitochondries, et dans les fibres de type 2, vous n'avez pas beaucoup de mitochondries. Vous commencez à voir où je veux en venir. Dans les foncées, respiration à fond. Dans les clairs, on fait pas la respiration, nous on est fort, on fait de la fermentation lactique. On va vérifier ça. Si on fait une étude de la proportion des deux types de fibres dans les muscles des sportifs qui ont des spécialités différentes, bah ouais, on travaille nos muscles et en fonction de l'effort qu'on fait, nos muscles vont s'adapter et vont produire plus de type 1 ou de type 2. Prenez un coureur de fond, il a beaucoup de fibres de type 1, celles qui sont riches en énergie, 70%, et que 30% de fibres de type 2. Pourquoi vous allez me dire pourquoi il en a besoin des types 2 s'il fait la fermentation? Eh bah parce qu'il faut bien qu'il démarre le coureur de fond. Il n'a pas sa vitesse, son rythme tout de suite là. Hein. Il va bien démarrer au début, donc il va faire un effort intense. Hein. Si admettons il fait 70 kg, d'un coup il faut qu'il les bouge ces 70 kg. Donc il faut qu'il se soulève. Et c'est comme si vous étiez en bagnole, vous passez la première, ça consomme un max d'essence, puis après vous passez la seconde, la troisième, etc. Et vous avez votre rythme de croisière. Bon bah là c'est pareil, il faut bien quelque chose qui fournisse un maximum de puissance tout de suite, ça va être les fibres de type 2 qui sont en anaérobie. Et ensuite, vous avez votre rythme de croisière. Donc, pour un coureur de fond, c'est majoritairement un rythme de croisière de l'endurance, donc beaucoup de fibres de type 1. Idem pour le skieur de fond. Par contre, le skieur de fond, c'est un peu plus intense quand même comme sport, donc un peu plus de fibres de type 2. Skieur de descente, c'est intense. Et sprinter et gymnaste, c'est intense, donc beaucoup de fibres de type 1. Je vous donne toutes les réponses avant de faire tous les docs. Moi, je suis folle. Donc ici, on constate que chez les sportifs qui doivent fournir un effort intense sur un laps de temps relativement court, comme par exemple pour les sprinteurs, les fibres de type 2 sont majoritaires. Alors, qu'est-ce qui est caractéristique des deux types de fibres? Vous voyez que pour les fibres de type 1, on a une réserve en glycogène qui est moins importante pour les fibres de type 2, un peu moins de myofibrilles, et par contre énormément de mitochondries, beaucoup de capillaires sanguins. Eh ben oui, on a besoin d'oxygène, donc on a besoin de sang, il faut qu'il l'emmène l'oxygène. Beaucoup de myoglobine, donc la myoglobine est de couleur rouge. C'est pour ça que les types 1, elles sont foncées. Donc c'est une protéine qui permet de diffuser le dioxygène dans la fibre. Vous voyez que par contre la vitesse de contraction pour la fibre de type 1, bah c'est pas folichon.
Bah ouais, c'est normal, elle n'est pas faite pour les efforts intenses, donc elle va se contracter lentement. Force développée faible, fatigabilité par contre faible, elle tient, c'est typique pour l'endurance. La fibre de type 2, c'est tout l'inverse. Hein, vitesse de contraction, ouais, super rapide, force développée, ouais, super forte, fatigabilité, ah ouais, je me crève vite. Hein. Et par contre, elles sont beaucoup plus grosses. Vous comprenez pourquoi les haltérophiles, ils ont des gros muscles. Eh bah oui, ils ont des muscles super gros, super épais, parce qu'ils ont beaucoup de fibres de type 2. Mais alors, ces fibres de type 2, elles sont pas du tout durables dans le temps. Elles vont pas tenir longtemps. Donc, demandez-leur de soulever un truc lourd, ils vont y arriver. Demandez-leur de faire un match de boxe pendant 1 heure, ils vont s'écrouler au bout de 2 minutes. Alors voici une électronographie, c'est-à-dire une photographie prise au microscope électronique à balayage de 2 types de fibres musculaires striées. Bon, et bien à gauche, vous voyez les mitochondries, et à droite, pas de mitochondries. Donc, on récapitule pour les 2 types de fibres. Les types de fibres 1, le temps de contraction est long, la vitesse de contraction est lente. Par contre, en métabolisme anaérobie, ils sont nuls, mais en métabolisme aérobie, elles sont super fortes. D'accord? Elles ont beaucoup de mitochondries. Les fibres de type 2, temps de contraction bref et rapide, métabolisme anaérobie puissant, aérobie 0 nul. Ok, et 0 mitochondries. Donc, fibre de type 1, effort long, fibre de type 2, effort bref et intense. On appelle ça explosif. Donc les réserves énergétiques corporelles, quelles sont-elles? On va déjà voir l'origine du glucose utilisé par les cellules musculaires. Le glycogène, c'est une molécule de la famille des glucides, vous l'avez vu en seconde, constituée de nombreuses unités de glucose, et c'est donc une réserve de glucose stockée dans le foie, dans les muscles. On appelle ça un polymère parce qu'il y a plusieurs unités identiques de glucose. Le foie donc va stocker le glycogène et va donc pouvoir soit à partir du glucose fabriquer du glycogène, c'est la glycogénèse, soit à partir du glycogène fabriquer du glucose, c'est la glycogénolyse, lyse coupée, génèse fabriquée. Donc glycogénèse, on fabrique le glycogène, glycogénolyse, on coupe le glycogène, une petite molécule qu'on appelle du glucose. Et donc, du coup, on a un cycle permanent, glucose, glycogène, etc. Donc, on a des hormones dans le sang qui nous permettent de faciliter le passage du glycogène au glucose, etc. Donc, ça, on verra ça au thème 3. Donc, on va vérifier la présence des réserves de glycogène dans le foie. On va broyer dans un mortier des petits morceaux de foie. Vous l'avez fait, ça en classe, c'est typique, hein, tout le monde l'a fait. Ça pue, bah ouais, mais c'est comme ça. On adore les étés. Donc on va broyer les morceaux de foie avec du sable. Pourquoi du sable? Parce que le foie c'est hyper gluant, donc il faut bien quelque chose pour le bloquer. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en cuisine, quand on pile de l'ail, pour écraser de l'ail, on rajoute du gros sel, comme ça les grains de gros sel, ils coincent l'ail, ils l'empêchent de glisser. Ben, le sable, il joue le même rôle que les gros sels dans le pilon pour bloquer l'ail. On va ensuite mettre de l'eau distillée et continuer à broyer. On va obtenir une suspension. On va porter à ébullition cette suspension, on va laisser chauffer le mélange pendant 1 minute pour précipiter toutes les substances albuminoïdes, c'est-à-dire avec de l'albumène, c'est une protéine. On va laisser refroidir et filtrer dans 2 tubes à essai. Donc on a un filtrat. Pour caractériser ce glycogène, on a 2 tests possibles. Le test à l'eau iodée, donc autant de filtrat que d'eau iodée. Le glycogène va se colorer en brun à cajou. Alors, vous avez l'habitude de voir le Lugol, l'eau iodée, pour colorer l'amidon dans les patates, le pain, et ça fait noir. Oui, ce réactif se colore de 2 façons. Soit noir en présence d'amidon, et soit brun à cajou en présence de glycogène. Pourquoi est-ce qu'il est capable de reconnaître les deux? Parce que ce sont 2 supermolécules quasiment identiques. Toutes les 2 sont constituées d'unités de glucose additionnées les unes aux autres, des polymères de glucose, mais elles ne sont pas fixées avec le même type de liaison. L'amidon est fabriqué par les végétaux et le glycogène est fabriqué par les animaux. Donc la couleur du réactif ne sera pas tout à fait la même. Noir pour l'amidon, brun à cajou pour le glycogène. Et on peut également faire un test à l'éthanol, 2 volumes d'éthanol pour 1 volume de filtrat, et on va avoir le glycogène qui va former un précipité blanc. Voici le résultat pour le test au Lugol. Dans le premier tube, c'est un tube témoin. Vous voyez que le Lugol reste couleur jaune, ça permet de prouver que le Lugol ne réagit pas avec l'eau du filtrat. Par contre, quand on met le filtrat et le Lugol, on a une couleur brun à cajou,
caractéristique du glycogène. On en déduit donc que le filtre A contient du glycogène qui a été libéré des cellules du foie par le broyage. Le test à l'alcool produit un précipité blanc, j'ai pas de photo à vous montrer, mais ça confirme le test au Lugol. Donc, en résumé, les fibres de type 1 font un métabolisme aérobie. L'utilisation du glycogène chez le marathonien vous prouve bien qu'on consomme le glycogène. Il va être par glycogénolyse transformé en glucose, qui par glycolyse va être transformé en acide pyruvique en libérant 2 ATP, qui par respiration mitochondriale va fournir du CO2, 34 ATP. Et les fibres de type 2 font un métabolisme anaérobie lactique, où elles vont produire de l'acide pyruvique et dégager uniquement 2 ATP. Alors les différentes molécules de réserve énergétique, au final, quelles sont-elles? Bon, vous l'avez compris, il y a l'ATP. Son poids moléculaire est élevé, il ne peut donner qu'une liaison riche en énergie. Et s'il fallait assurer notre besoin quotidien en énergie, soit 7500 kJ, il nous faudrait 124 215 g d'ATP. Or, on n'en a que 75, ça nous assure 52 secondes d'autonomie. Ok ? Si on prend le glucose, que vous commencez à connaître maintenant, lui peut donner 38 liaisons riches en énergie par mol. Alors, s'il fallait assurer 36, pardon. S'il fallait assurer notre métabolisme basal avec du glucose en aérobiose, il faudrait 471 g. Or, notre organisme tout entier n'en contient que 10, ce qui nous assure une autonomie d'une demi-heure. On a ensuite le glycogène. Donc, il peut donner, lui, 39 liaisons riches en énergie par mol de glucose. S'il fallait assurer notre métabolisme basal avec du glycogène en aérobiose, il faudrait 424 g. Or, on n'en a que 400 g, ce qui nous assure une autonomie de 22 heures et 30 minutes. Ensuite, on a les fameux triglycérides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un triglycéride? C'est une association d'un glycérol et de 3 acides gras. C'est la meilleure forme de réserve énergétique. Ils peuvent donner 432 liaisons riches en énergie par mol. S'il fallait assurer notre métabolisme basal avec la graisse du tissu adipeux, il en faudrait 190 g. Or, notre organisme tout entier en contient environ 7000 g, ce qui nous assure une autonomie d'1 mois. Oui, bon, alors moi, on va dire que je dois bien avoir 14 000 g de graisse. Je peux tenir 2 mois. Pour ceci dit, je ne tiendrai pas 2 mois à faire la grève de la faim. Pas top. Donc, le glycérol, c'est lui qui va nous intéresser. C'est un alcool qui est présent dans l'organisme, qui contribue à l'élaboration des lipides, puisqu'on l'associe à 3 acides gras. Mais c'est aussi une source d'énergie. Il est capable d'être transformé en sucre puisqu'il a une structure proche de celle du sucre. Il est constitué d'une chaîne de 3 atomes de carbone. Donc maintenant, si je fais un petit schéma bilan. L'utilisation de l'ATP par la cellule musculaire. Je dessine, alors vous allez voir au final on va avoir une grosse cellule musculaire. Dans ma cellule musculaire, je vais représenter les 3 voies. Donc d'abord celle de la phosphocréatine qui va donner un ATP, c'est la voie anaérobie alactique. Puis on a l'utilisation du glycogène musculaire par glycogénolyse qui va donner du glucose et 2 possibilités. Soit on a la voie anaérobie lactique qui produit 2 ATP, soit on a la voie aérobie avec la glycolyse, cycle de Krebs et chaîne respiratoire qui va produire un total de 36 ATP. Bien sûr, ce glucose provient du sang. Alors, 2 origines dans le sang, soit le glycogène du foie par glycogénolyse, soit le glycérol par néoglucogénèse. Et ce glycérol provient de l'hydrolyse des triglycérides du tissu adipeux. Les acides gras peuvent être transformés directement en un composé qui s'appelle l'acétyl-CoA et qui en fait est l'intermédiaire entre le pyruvate et le cycle de Krebs. Alors cet acétyl-CoA n'est pas forcément au programme de TS, mais je l'ai mis parce que sinon on se demande ce qui va arriver aux 3 acides gras. Donc si vous reprenez le schéma bilan ou les vidéos sur la respiration, eh bien, je n'ai pas mis l'acétyl-CoA, j'ai fait directement entrer le pyruvate dans le cycle de Krebs, alors qu'en fait il se transforme d'abord en acétyl-CoA avant de rentrer dans le cycle de Krebs, mais c'est pas au programme. Bref, c'est pas grave. Donc ensuite, cet ATP va servir à quoi? Eh bien, à activer la myosine. La myosine va fixer de l'ATP et en fixant de l'ATP, elle va l'hydrolyser. L'énergie fournie va permettre de redresser la tête de myosine vers l'arrière. Ensuite, il y aura fixation. La tête de myosine garde avec elle l'ADP et le PI et grâce au calcium, elle va se fixer à l'actine.
Puis on a des activations où l'ADP et le PI vont être libérés, ils vont se détacher de la tête de myosine. La tête de myosine va pouvoir reprendre sa position d'origine et entraîner avec elle l'actine puisqu'elle est fixée avec elle. Et enfin, on a la séparation des deux filaments parce qu'une molécule d'ATP vient se fixer sur la tête de myosine, ça prend de la place, elle dégage l'actine et du coup, les deux filaments sont séparés et reprennent leur position d'origine. Voilà pour le bilan général de l'utilisation de l'ATP par la cellule musculaire. À bientôt!